Tatou Senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveur autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, Tatou Senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast Tatou Senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatousenti.com ou via le lien de la bio sur Tatou Senti Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à Tatou Senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Continuons cette semaine avec le chocolat. Le chocolat est l'ingrédient qui parle autant aux petits qu'aux grands, depuis la nuit des temps. Nous sommes certes en plein été, ce n'est pas le meilleur moment pour manger du chocolat, néanmoins, pour les plus choco-addicts, il y a bien sûr la glace au chocolat ou encore un chocolat froid. Aujourd'hui, place aux actualités de Pierre Marcolini. En préparant cette introduction, j'ai été frappée de voir que Pierre soit marqué par le chiffre 30. Alors que la maison Marcolini fête ses 30 ans de création, soit 30 ans de souvenirs et 30 ans de fertile imagination, j'ai été amusée de noter que Pierre ait ouvert son premier atelier de chocolat d'une superficie de 30 mètres carrés dans la périphérie de Bruxelles à 30 ans. Saviez-vous que ce chiffre, sans rentrer dans les détails, est le symbole de joie de vivre, d'optimisme et de créativité? Quelle coïncidence, quand on sait que la joie et la curiosité brillent dans le regard de Pierre. Aussi, quand on le rencontre, on découvre qu'il a su garder son âme d'enfant et son émerveillement. Pierre est habité par une passion dévorante, le chocolat sans aucun doute, sans oublier que toute question, chez Marcolini, est source d'innovation et même d'obsession. Cela tombe bien, c'est aussi le leitmotiv chez Tatou Senti. Pour fêter ses 30 ans, Pierre a conçu 3 coffrets collector. Démarrons par la maline, née d'une contraction entre mallette et praliné. Elle a été imaginée pour contourner les problèmes des ballotins. C'est alors que Pierre sollicitera la maison Delvaux pour dessiner un coffret aussi beau qu'un coffret à bijoux. C'est une boîte contenant les 18 trésors les plus marquants de la création de chocolat de Pierre Marcolini. Vous y retrouverez l'iconique balle de golf praliné, le cœur asymétrique à la framboise, en passant par des créations audacieuses comme la ganache teint orange.
Ensuite, il y a le coffret de 20 petits bonheurs avec ses bonbons élaborés avec la Tonda Gentle Trilobé, une noisette du Piémont, bien évidemment, et du cacao torréfié maison. Chaque bouchée est un parfait équilibre entre une dentelle de Quimper, un praliné onctueux et une pincée de sel anglais de Malton et des noisettes croquantes. Enfin, un coffret de 8 macarons, dont 4 rééditions exclusives de créations éphémères. En attendant de vous donner rendez-vous pour un nouvel épisode spécial 30 ans, je vous invite à écouter le replay court mais dense et passionnant avec Pierre Marcolini. Bonjour Pierre. Alors, Bonjour. Aujourd'hui, c'est la présentation Noël, mais Tatou Senti va s'appesantir sur la partie chocolat. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quel est votre plus vieux souvenir ou votre plus fort souvenir de chocolat ? Mon premier souvenir de chocolat qui me revient, cette espèce de Madeleine de Proust. Il y avait une vieille maison en Belgique qui s'appelait la maison Victoria et faisait des bâtons de chocolat. Et à l'époque, une des grandes trouvailles en termes de marketing, c'est quand on ouvrait ce bâton de chocolat, il y avait des images de la famille royale et on avait un album. Mais revenons sur le chocolat. Et le chocolat, c'était un chocolat qui était un chocolat au lait avec des grosses noisettes à l'intérieur, grillées. Et j'ai vraiment ce souvenir-là. Il y a un deuxième souvenir qui me revient, c'est en Suisse, pour ne fâcher personne. Oui. Et donc, en Suisse, du côté du Valais, en pleine montagne, après une marche assez forte, un morceau de pain, tout simple, frais, et cette tablette de chocolat au lait qui vient se mettre dessus et que vous croquez en même temps que ce pain. Et ça, c'est deux beaux souvenirs qui me viennent comme ça de mon enfance. Alors, il y en a un troisième, puisqu'on est dans le moment de révélation, c'est quand même d'avoir été capable d'échanger mes jouets pour un dessert. Ah oui. Et donc, oui. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 9-10 ans. Oui. Et c'était assez fou de se dire, mais tiens, il ne mange pas son dessert, je vais peut-être lui demander s'il veut me le donner. Et je l'échangeais vraiment contre un jouet. Donc, il y avait un troc entre un dessert et un jouet. Alors, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous allez voir un psy, ou bien soit vous en faites un métier. Voilà. Et moi, j'ai choisi la deuxième solution. Et encore aujourd'hui, cette envie du monde de la gourmandise me reste. C'est quelque chose que j'adore, que ce soit le monde du sucré avec ce côté régressif. Alors heureusement pour nous, c'est que le monde du sucré a diminué le taux de sucre d'une façon drastique. Donc on est quand même sur des recettes aujourd'hui, on a divisé par 2, par 3, par 4 le sucre. Et donc pour laisser plus de place à la partie aromatique. Ça c'est pour le bonheur des gourmands, parce qu'effectivement on croque dans le goût. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle origine qui est le Congo. Alors, comment ça s'est fait ? Et puis, c'est aussi un pays en ce moment qui est... Voilà. Un petit peu bousculé. Oui. Un petit peu bousculé. Et donc, en fait, on a... c'est toujours... Je pense toujours que que ce soit les fèves de cacao ou les ingrédients, c'est à un moment donné, c'est les rencontres. On tisse une toile et à un moment donné, ces rencontres produisent quelque chose. Et là, c'est quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Christian Van de Solar, et avec un projet humanitaire sur la partie du Kivu, donc c'est là où viennent les fèves de cacao, donc on est quasiment à la frontière du Rwanda. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, tiens, voilà, on a un projet humanitaire en essayant de rétablir des gens qui faisaient de l'agriculture et donc de plantation de cacao. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser ? Et j'ai dit, envoie-moi 10 kilos, 15 kilos, puis on goûte ces fèves qui sont à 100% Trinitario. On trouvait qu'elles avaient de la saveur, qu'elles avaient de la profondeur, qu'elles avaient du goût. Et donc, à partir de là, on a commencé à établir effectivement un lien. Et à la fois dans ce projet humanitaire, mais en même temps, le fait effectivement de travailler une fève de qualité, ça nous a amené à faire cette tablette qui est à 82%. Alors, je le dis d'emblée, c'est une tablette qui a du caractère, c'est une tablette qui me ressemble, c'est une tablette qui ne laisse rien au hasard. C'est une tablette qui a du corps, c'est une tablette qui, quand vous avez goûté ce chocolat, il s'accroche à vous, il ne vous lâche plus. Comme dirait une grande amie qui m'a écrit ça. Et
Et c'est vraiment ce qu'on ressent. D'accord. Et alors, sa recette, il y a des choses, il y a des points en la faisant dans lequel je veux dire, vous avez introduit une nouvelle façon peut-être, où vous êtes adapté à ce chocolat. Donc racontez-nous. Mais surtout, le fait d'être dans le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement Bean to Bar, donc de la fève à la tablette, dont j'étais le pionnier en 2000, donc ça fait pratiquement, ça va faire l'année prochaine 25 ans, qu'on a commencé. Qu'est-ce que ça apporte ? Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a le côté sustainability, le fait de travailler avec des fèves, etc., etc. Mais fondamentalement, d'abord, ça procure un chocolat frais. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on torréfie, on construit effectivement le chocolat directement derrière, et donc on est en plein circuit court. Donc il faut être conscient de ça. Donc un circuit court, par conséquence, quand on est dans la partie aromatique, beaucoup plus d'arômes. La deuxième chose, effectivement, dans le cas qui nous occupe avec cette tablette, on a travaillé sur ce qu'on appelle une torréfaction lente. Une torréfaction, c'est un petit peu comme les cuissons lentes, mais une torréfaction lente, ça permet de préserver les premiers arômes délicats, floraux qu'on peut avoir. Et donc là, avec cette torréfaction qu'on a ajustée au degré près, et avec un compagnon qui est là depuis toujours, avec Alain, qui est le responsable de la maison Marcolini au niveau du chocolat. Et bien donc avec Alain, on a vraiment essayé de jauger ça. Laurent, mon chef d'atelier, et donc on s'est dit on veut préserver ces arômes. La deuxième partie, quand vous goûtez le chocolat, il y a des notes acidulées, de fraîcheur, qui sont dues vraiment par la fraîcheur du cacao, et sans doute ce qu'on appelle un peu communément un pH au niveau du sol, qui permet effectivement d'avoir une note un peu acidulée. Et puis effectivement, après, c'est intensité un peu de sous-bois qu'on peut avoir, presque terreux, mais qui est dans le bon sens du terme, cacaoté. Mais même si on est à 82% de cacao, donc 18% de sucre seulement, c'est pas pour ça qu'il y a de l'astringence, c'est pas pour ça qu'il est lourd, bien au contraire, il a une vraie profondeur. Et donc, travailler sur la torréfaction, ça a été pour nous un élément important. La deuxième chose, c'est le brassage de la masse de chocolat, ce qu'on appelle le conchage. Et là, on est parti sur 48 heures de conchage, qui ont permis effectivement d'avoir un chocolat qui est rond, qui est onctueux. Et le fait de travailler aujourd'hui avec à la fois, je les appelle mes vieilles dames parce que ce sont des machines qui ont c'est mignon, mais 40 et 50 ans, qui sont c'est l'âme de la maison, un peu à nous. Oui, c'est l'âme de la maison. Elles sont là, elles sont fidèles. On ne veut pas les abandonner, bien au contraire. Elles nous patinent le chocolat comme je n'ai pas trouvé, voilà. Et on vient de faire entrer effectivement on a fait rentrer maintenant de nouveaux outils de production. Et donc, ce que j'aime bien, c'est le mélange entre ces nouvelles machines et les anciennes, entre le passé et le présent et le futur. Et j'aime bien ça parce que ça me rappelle d'abord ce qui se passe un peu au Japon. Le Japon, il y a la tradition, et puis derrière, il y a la modernité. Et ici, c'est pareil. On a gardé cette tradition avec ces vieilles machines qui sont les broyeuses, 3 cylindres, 5 cylindres, les conches. Mais en même temps, effectivement, on va travailler avec des nouveaux outils qui vont nous permettre effectivement d'améliorer encore plus loin la qualité d'un chocolat. Pour nous, c'est une vraie quête par rapport à ça. C'est toujours important de mélanger les deux. L'un apporte à l'autre et ça pousse encore plus loin, quelque part. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'un, ça apporte à l'autre et on a besoin des deux. Je pense Absolument. Que c'est comme dans la société. Il faut avoir cet équilibre entre les deux. Et dans le chocolat, on le ressent. Ouais. Alors, j'ai vu qu'autrefois, les tablettes Marcolini, c'était 9 carrés. Oui. Maintenant, c'est devenu 25. Voilà, et elles ont une forme, elles ne sont pas totalement plates. Non. Donc, pourquoi et comment est venue cette idée ? L'idée était de se dire, tiens, faudrait changer un peu le look, mais surtout, on trouvait que les 9 carrés étaient assez épais et surtout, c'est toujours difficile un peu à casser. Et donc, on est parti sur l'idée de plus d'aisance dans la dégustation. Elles sont un peu plus lourdes, donc un peu plus généreuses aussi. Et puis le fait qu'il y ait des aspérités fait qu'effectivement, on va avoir des reliefs, mais même dans la dégustation. Il y a pas mal d'études qui démontraient que quand on mettait un carré de chocolat comme ça en dessous du palais et qu'on laissait fondre, le fait qu'il vienne épouser la forme du palais, effectivement, on allait avoir, en aspirant plus, on allait avoir effectivement des arômes supplémentaires. Donc je vous invite à le faire, vous allez voir, donc 25 carrés à partager.
Ok. Et alors, en fait, cette gamme, c'est, je crois, 10, 11 origines. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait, entre autres, vous étiez peut-être un des seuls, ou le seul, vous allez me rectifier, à avoir une origine Chine. Alors je vous confirme, je suis, je pense, le seul, en tout cas à ma connaissance, d'avoir cette origine qui vient de l'île de Hainan. Et en fait, le fait d'avoir des boutiques en Chine, de voyager, Oui. d'aller à la rencontre des autres, je pense qu'il y a cette espèce de passerelle, alors je Non. dirais pas culturelle, mais en tout cas, cette passerelle du produit, de la découverte, que ce soit un superbe poivre, du Sichuan, que ça se soit un thé comme du pu'er par exemple, que je ne connaissais pas, avec une fermentation particulière. Et en regardant la carte, pour que les gens puissent comprendre, quand on regarde une carte du monde, on se dit mais comment est-ce qu'on peut trouver des fèves de cacao en Chine? Et en réalité, il y a ce qu'on appelle les méridiens. Et donc effectivement, quand vous regardez les méridiens du cacao, ce qu'on appelle la ceinture du cacao, elle commence évidemment à la naissance du côté de l'Amérique du Sud, et puis on tourne, on va plus loin, on arrive à Sao Tomé, puis on est en Afrique, et puis quand on continue, on arrive jusqu'au Vietnam, on continue encore, et puis on est en Inde aussi, hein, puisqu'on a des fèves de cacao du côté du Kerala, et on arrive effectivement sur l'île de Hainan, et là on tombe sur des cacaoyers de type Trinitario. Et avec le gouvernement chinois, on a collaboré, effectivement, on est très fiers de pouvoir présenter cette fève de cacao et de mettre en avant un savoir-faire que les gens ne connaissent pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de me dire, le chocolat peut être un véhicule pour voyager. Et je pense que c'est ça l'idée. Et alors, les Chinois aiment le chocolat? Ils ont cette culture ou pas? Alors les chocolats, je pense que les Chinois découvrent la culture du chocolat de qualité. Il faut se mettre à leur place. Je pense que pendant des années, il y a eu énormément, pour des raisons de régime politique bien sûr, du candy bar, comme on dit en anglais. Et donc, c'est un chocolat qui, évidemment, comme on le sait, c'est pas vraiment du chocolat. Et donc, il faut refaire tout un travail d'éducation en leur disant, mais non, je sais que vous pensez à chocolat et donc vous pensez à sucre, alors qu'en réalité, aujourd'hui, les artisans, et on en a des excellents en France et en Europe, on a effectivement eu ce souci de travailler sur des chocolats qui étaient pauvres en sucre, mais surtout effectivement énormément d'expressions aromatiques. Et là, par contre, ils sont sensibles, comme ils le sont dans le monde du vin. Hein, on sent vraiment qu'il y a une éducation qui se forme. Et là, on continue effectivement à prendre notre bâton de pèlerin et montrer qu'effectivement, on fait un chocolat de façon différente. Et ça marche plutôt, puisque aujourd'hui, on a... de mémoire, je crois qu'on a plus d'une dizaine de boutiques en Chine. D'accord. Mais c'est vrai ce que vous venez de dire, en fait, le palais, ça s'éduque, et ça s'apprend, et ça, il faut faire des dégustations, et donc c'est des choses qui devraient rentrer plus. Et puis, je pense qu'ils veulent aller dans la compréhension. Ce sont des gens qui ont, que ce soit comme les Japonais d'ailleurs, une envie de connaître, et envie de savoir ce qui se passe, qui sont curieux d'eux. Et après, c'est de leur donner une explication, de faire des séances de dégustation, de prendre le temps, en fait. Oui, ça, ce fameux temps qui est du luxe, comme vous l'avez dit. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on éduque son palais, on regarde des choses totalement différemment. Oui, tout à fait. Et on l'apprécie autrement. Exactement. Il faut prendre le temps, mais c'est quand même des gens qui ont été des grands... et qui restent encore, des gens qui produisent des thés absolument exceptionnels. Oui, si vous allez à côté de Shanghai... À 1 heure de Shanghai, plantation, moi j'ai eu la chance de découvrir ça avec un maître de thé, le Longjing Tea, qui est un thé vert légèrement grillé, mais qui est sublime, mais qui sort malheureusement très difficilement de Chine. Comme aujourd'hui, les gens ne savent pas, mais par exemple la vanille qui est produite en Inde est absolument délicieuse, mais très très difficile à trouver. Et donc il y a des choses comme ça quand on se balade. On voyage, on tombe sur des trésors et puis on a envie de les mettre en poche et de se dire on va les ramener, les faire découvrir. Et inversement aussi. C'est pour ça que je dis, je crois que chaque fois que je suis allé, que ce soit en Chine ou ailleurs, il y a d'abord une grande leçon d'humilité. Vous avez tout à fait raison. Et pas d'arriver en imposant les choses, mais plutôt gentiment, posément, avec beaucoup de bienveillance, en leur disant voilà, on a ça, qu'est-ce que vous en pensez, comment et je crois que ça marche. Dans l'échange? Oui, tout à fait, tout dans l'échange. Oui. Et le respect mutuel? Exactement. Je crois que c'est indispensable. Mais alors, elle est où cette vanille en Inde? Moi, je l'ai rencontrée du côté du Kerala, du côté de Tamil Nadu. Oui. Et là, il y a surtout une plantation aussi de cacao avec lesquelles on travaille, chez Amish.
Et cette plantation de cacao, elle a une particularité en termes de biodiversité. Oui. Juste à côté, il y a des arbres qui produisent de la noix de muscade. Et donc cette noix de muscade qui est une grosse Oui. coque, comme si c'était... Et puis qui s'ouvre naturellement. Oui. Il y a cette membrane rouge qui est le massif. Et vous avez, si vous goûtez notre chocolat d'Inde, de Tamil Nadu, vous avez cette note un petit peu épicée. Ah, oui, d'accord. Hamid a été adorable, il faisait magnifique. Il nous a fait un grand buffet, on a mangé dans cette plantation de cacao. Et c'était juste Ouais. magique. C'est des souvenirs absolument merveilleux. Et alors, cette vanille, elle a quelle particularité à cette vanille indienne? Alors, j'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir la goûter, parce qu'ils m'ont dit, de toute façon, tu n'en auras pas. Donc, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Oui. J'y retournerai et je pense que je vais me capturer là-dessus. D'accord. Alors pour conclure, en ce moment il y a des hausses des tarifs des ingrédients un petit peu partout. Comment est-ce que la maison Pierre Marcolini regarde ça? Mais elle regarde ça en se disant que c'est peut-être l'occasion de mieux rémunérer, quand on regarde le cacao, le cours du cacao qui est à 2500 $ la tonne sur les 10 dernières années, qui aujourd'hui est plutôt à 8-9 000. La première chose, nous sommes déjà à ce prix-là. La maison Marcolini payait déjà ce genre de choses. Alors c'est vrai qu'on a augmenté un peu les prix, mais pas d'une manière substantielle, on n'a pas doublé non plus. La deuxième chose, c'est que j'espère que les planteurs, on le fait nous, mais à notre petite échelle, mais j'espère qu'au niveau mondial, les planteurs vont pouvoir être rémunérés d'une meilleure manière. Et puis surtout, je crois qu'il faut arrêter de croire que le chocolat, c'est un produit de consommation courante. C'est pas du lait, c'est un boulot de fou, c'est un boulot dur, c'est un boulot compliqué. Une plantation de cacao, ça se fait à la main, etc. Et donc, il faut peut-être tout doucement s'habituer à payer ce prix-là pour du bon D'accord. cacao. Écoutez, un grand merci Pierre, parce que Mais ça reste Ouais, encore des plaisirs absolument. accessibles malgré Mais tout. merci, c'est Merci toujours à vous. passionnant. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode de replay, n'hésitez pas à écrire un commentaire sur Apple Podcast, mettre un 5 étoiles ou le faire savoir en le partageant sur LinkedIn ou Instagram. En attendant, mercredi prochain, sentez-vous bien.